au nord du Cameroun, près de Mokolo, en avril 1986. Pour les Mafa, une ethnie des monts Mandara, le fer est vital. Ils l'utilisent pour fabriquer leurs outils, leurs armes et leurs bijoux. Leur société est structurée par la nécessité d'en maîtriser la production et la distribution. Depuis quelque temps, ils obtiennent leur fer en récupérant des pièces de véhicules abandonnés ou autres déchets du développement. Mais quelques maîtres fondeurs connaissent encore les techniques et les rites qui transforment le minerai en fer brut. L'un de ceux-ci est Dokwoza de Vuzod, le dernier d'une longue lignée de fondeurs et de forgerons. Le voici devant les vestiges du fourneau qu'ont utilisé 7 générations de ses ancêtres. Dokwoza a aujourd'hui 65 ans. Il y a 28 ans qu'il ne fait plus de fonte de fer. Aidé par sa famille, il va maintenant reconstituer l'opération. Pour réussir une fonte de fer, il faut du minerai, du feu, du charbon de bois, de l'air, ainsi que la compétence et le travail de l'homme qui provoquent la réaction de tous ces éléments, de telle manière que le minerai se concentre en une masse que l'on appelle le bloom. Essentiel dans ce processus, le fourneau où se produit la réaction. Le fourneau Mafa est constitué d'une cheminée creusée dans une façade surmontée d'un bouclier. La cheminée sera scellée le jour de la fonte. Le chargement du minerai et du charbon de bois se fait par une fenêtre. Derrière le bouclier, une plateforme où seront installés les soufflets par lesquels l'air sera envoyé dans la cheminée. L'emplacement retenu pour la construction du fourneau se trouve sur une colline dans un champ en terrasse. Après une première prière et une offrande, Dokwoza creuse la base de la cheminée. Badadak, forgeron lui-même, est le fils aîné de Dokwoza et son premier assistant. Dokwoza sait que le succès ne sera total que par une juste association de forces physiques et de forces spirituelles. Magie et prière, connaissances techniques et énergie physique sont des composantes indissociables de son métier. Pour protéger le fourneau, il enterre un talisman au-dessous de la cheminée. La base du fourneau est en pierre sèche. Des enfants apportent un torchis fait de glaise et de paille résistante mélangées.
La façade est construite comme un mur de maison en alternant pierres et torchis. Tôt, le premier matin, Dokwaza prie et offre de la bière de mil, appelant à son aide Dieu, Jgile et ses ancêtres. En signe de communion, il boit avec sa femme de Magaï et avec les autres travailleurs. Avant la fin de la journée, la façade est enduite de torchis. Le deuxième jour, par des températures qui tournent toujours autour de 40 degrés, la plateforme et la façade montent. Pour mesurer la hauteur de la cheminée, Dokwaza utilise une tige de mil. Un linteau de pierre, placé transversalement au-dessus de l'ouverture de la cheminée, servira d'assise à la fenêtre de chargement et aux boucliers qui seront construits au-dessus. Au-dessus du linteau, Dokwaza construit le haut de la cheminée en boudin de torchis. Il découpe et étaie le trou de la fenêtre de chargement. Après 2 jours de travail, le fourneau prend forme, mais il manque le bouclier et la soufflerie. Le 3e jour, la façade et la cheminée reçoivent une couche d'enduit et la plateforme atteint sa hauteur définitive. Le travail se termine un peu après midi. Le 4e matin. De Magaï, qui est potière, a fabriqué des pièces de la soufflerie. On met en place le siège du souffleur et la pierre sur laquelle seront installés les soufflets. Dokwaza vérifie que les bols et les tuyaux vont bien ensemble. Pendant ce temps, un voisin, Haïdak, commence à travailler une peau de mouton pour en faire les sacs des soufflets. Il utilise des petits graviers pour bien la racler
puis l'enduit d'huile pour la rendre souple et malléable. Dokwaza commence à construire le bouclier. Le fourneau est décoré d'une ceinture dont le rôle magique est de le consolider. Khaidak fait pénétrer l'huile dans la peau. Les bords du bouclier sont décorés avec des pics. Ceux-ci symbolisent la force, la puissance et la réussite sociale. Dokwaza installe le buste de son père, Kawa, à la pointe du bouclier. Ainsi, il honore la lignée de ses ancêtres dont il a reçu le savoir en héritage. Le buste reçoit des yeux de quartz, une pierre dure comme le fer que va produire le fourneau. Enfin, Dokwaza le couronne d'herbes qui rappellent le panache du casque de guerre Mafa, car pour les maîtres fondeurs, la fonte du fer est un combat. Après une courte pause, Dokwaza et ses fils assemblent les pièces de la soufflerie en les liant et en les cimentant sur le support. Les tuyaux de la soufflerie sont scellés à l'intérieur des bols. Après 3 jours et demi, la construction est terminée. Tandis que d'autres tâches se poursuivent, le fourneau et la soufflerie doivent sécher durant 2 jours avant de recevoir plusieurs couches d'enduit. De retour à la maison l'après-midi, Dokwaza et Badadak commencent à fabriquer la tuyère, un long tube qui acheminera l'air envoyé par les soufflets dans le ventre du fourneau. Sur le tube en argile cuite fabriqué par Demagai, Dokwaza applique un enduit spécial, résistant aux hautes températures. Cette partie formera le haut de la tuyère. Après avoir mis des herbes pour consolider la jointure, on ajoute des cylindres de torchis. Ce torchis s'est fendu et émietté en séchant. Aussi a-t-il fallu trouver une terre plus argileuse pour fabriquer la tuyère définitive. Le matin du 7e jour, le fourneau est sec. Ils ajustent la position de l'appareil de soufflerie. Soutenue par des tiges, la tuyère achevée sèche. Des plantes séchées au pouvoir protecteur sont écrasées et mélangées à l'enduit que Dokwaza va appliquer sur la paroi et sur le sol de la cheminée.
Enfin, Dokwaza vérifie que la longueur de la tuyère est égale à la hauteur de la cheminée. Le fourneau est maintenant complet, mais il doit sécher encore pendant 2 jours, tandis que Dokwaza se repose et vaque à d'autres occupations. Badadak supervise la préparation du charbon de bois à partir d'arbres sélectionnés. Dokwaza et Demagai montrent comment on ramasse et on nettoie le minerai. Il s'agit de magnétite, un oxyde de fer qui ressemble à du sable noir. Il provient de la décomposition des roches de granit et, parce qu'il est lourd, se concentre dans les lits des cours d'eau, dans les rigoles ou même sur les sentiers. Un premier vannage sur place élimine une partie du sable. La démonstration continue chez Dokwaza, où celui-ci a fabriqué une petite pente de lavage. Le sable plus léger est peu à peu emporté par l'eau. Un dernier lavage à la calebasse enlève le sable qui reste. Une fois séché, ce minerai de haute qualité sera prêt pour la fonte. Le 10e jour, veille de la fonte, on fait les derniers préparatifs. La tuyère et la cheminée sont frictionnées avec un mélange contenant des plantes magiques. Badadak coud les 2 pièces de peau en forme de cône. Dokwaza les retourne et leur donne leur forme définitive. En dernier lieu, on met le feu dans la cheminée pour l'essayer et pour commencer à transformer les couches d'enduit en une grossière mais résistante terre cuite. Tout est prêt maintenant pour la fonte. Le lendemain, Dokwaza est levé avant le jour. Il goûte la bière brassée par Demagai et la trouve bonne. Puis il va au fourneau, où il en offre à Jigile, présent dans son pot sacré. À 7h10, sans cérémonie, Dokwaza et Badadak introduisent la tuyère. Son extrémité supérieure est fixée de façon qu'elle soit en suspens dans la cheminée. Le torchis rend la fixation hermétique. Avec une tubercule magique, Dokwaza marque la tuyère, garantissant ainsi qu'au fur et à mesure que le feu la consumera, un bloom grandira dans la cheminée. Il commence à sceller la cheminée en la remplissant de charbon, mais pas encore de minerai.
Pour éviter que le scellement ne s'écroule sous son propre poids, il le renforce avec des branchettes d'une espèce d'ébène qui résiste au feu. Ultime préparatif. Des charbons incandescents sont versés dans la tuyère pour allumer le feu dans la cheminée. Devant tous ceux qui ont travaillé à la construction du fourneau et devant les autres forgerons de sa famille qui doivent participer au travail aujourd'hui, Dokosa prie, offre la bière et consacre le pot de gilet qui sera préposé à la garde du fourneau. Dokosa découpe un évent en bas de la cheminée. Il fait une petite réparation. Ça y est, c'est la guerre. Il est 10h03. Après avoir fait fonctionner les soufflets un instant, et maintenant les soufflets ne s'arrêteront plus avant la fin de la fonte 10h21 plus tard, Dokosa cède la place à son fils Resheken, descend et s'assure que le fourneau est bien allumé. Satisfait, il retourne à la maison et se prépare pour le combat. Il revient en tenue de guerre, accompagné par Badadak, par son neveu Boutaï, le harpiste qui sera aussi son assistant à la soufflerie, et par un fils de Boutaï. Il coupe des plantes magiques, les mélange à une pincée de minerai et introduit le tout dans la tuyère. Puis il présente le minerai au levant et au couchant et pour la première fois charge le fourneau par la fenêtre. Dokosa joue des soufflets comme d'un tambour. Boutaï pince sa harpe et leurs chants se répondent. C'est la première fois que la musique est autorisée près du fourneau.
Désormais, elle ne cessera plus de soutenir l'effort des souffleurs. Dokwaza offre à boire à Jigile, puis il boit lui-même. L'air insufflé dans la tuyère est chauffé et transporté au cœur du charbon, assurant une combustion uniforme. Le maître fondeur sacrifie un coq. Son sang est offert aux ancêtres et à Jigile. Le coq tombe sur son côté droit. C'est le meilleur des présages. Au bout de la tuyère, l'endroit le plus chaud du fourneau, l'oxygène du minerai, allié au monoxyde de carbone provenant du charbon, est chassé sous forme de gaz carbonique. Les impuretés du minerai se liquéfient et s'écoulent en scories, laissant les particules de fer en état semi-fondu s'agglutiner en gouttes ou en mottes dans le bloom. Comme la réaction n'est pas parfaite, et comme l'endroit le plus chaud du fourneau monte au fur et à mesure que la tuyère se consume, le bloom, un agglomérat de morceaux de fer, de scories et de charbon non brûlé, grandit également à partir de la base du fourneau. Le bout de la tuyère fond peu à peu, se mélangeant avec des scories, et Dokwaza la sort du fourneau. Ceci libère le passage de l'air et permet à la fonte de se poursuivre. Après un autre passage au soufflet, Dokwaza enlève encore un morceau de tuyère fondu avec des scories. Il bouche l'évent et en découpe un autre juste au-dessus. Ce processus est répété de nombreuses fois tout au long de l'après-midi.
La montée de l'évent suit la croissance du bloom à l'intérieur du fourneau. Une plante médicinale est coupée et introduite dans la tuyère. Dokwaza contrôle la flamme. Le fourneau est maintenant au maximum de son rendement. Le charbon et le minerai sont ajoutés à intervalles de plus en plus courts. Maintenant, les scories coulent au point de boucher l'évent. Le crépuscule arrive. L'évent est beaucoup plus haut. La fonte continue à plein rendement, mais vers 19h30, la réserve de minerai de Dokwaza diminue et il se fatigue. Il a manié les soufflets plus longtemps et avec plus de force qu'aucun autre et a aussi extrait les scories. Autrefois, avec davantage de souffleurs expérimentés, la fonte se serait poursuivie jusqu'à ce que le bloom atteigne le haut de la cheminée. La nuit tombe. L'alimentation en minerai et en charbon cesse. Le feu continue de brûler. La flamme jaillit par la fenêtre.
Baldagaï, un autre fils, enlève le tas de cailloux et de cendres et découpe les bords du mur de scellement. À 20h24, les soufflets se taisent. Le mur de scellement est enlevé. Ainsi sont dévoilés le tronçon de tuyère restant et un bloom de plus de 40 cm qui pèse 15,5 kg. Le bloom est sorti et aspergé. Le travail de cette longue journée est terminé. Le bloom est transporté à la hâte chez Dakosa. Chez Dakosa, quelques jours plus tard. Avant d'en faire une houe, Dakosa doit affiner le fer qu'il a fondu. Il prie, puis commence l'opération mécaniquement, en cassant une partie du bloom et en enlevant les boulettes et les mottes métalliques. Quelques-unes sont massives. Le fer est broyé plus fin pour en enlever d'autres fragments de scorie et de charbon. Pendant ce temps, De Magaï et son mari fabriquent 5 creusets en argile. La forge est rangée et préparée. Le feu est allumé. Dakosa affûte l'arête du marteau en pierre qui sera utilisé pour élargir la lame et la douille de la houe. De Magaï lui passe le fer broyé et les creusets qu'il pose près du feu pour qu'ils cuisent.
Un ami manie les soufflets et l'air est dirigé vers le foyer par une courte tuyère. Dokwaza remplit de fer 4 des creusets. Pour protéger le fer d'une réoxydation, il l'asperge d'une solution argileuse. Il met le premier creuset dans le feu. Dokwaza comprime les morceaux dans le creuset. Il retire du feu la masse en fusion soude les morceaux de fer à petits coups et enlève les restes du creuset. Le fer est remis au feu, puis Baldaguy le travaille avec une masse en pierre lisse pour en faire une courte barre. Cette opération est répétée pour chaque creuset. Le forgeage plus fin est fait avec un marteau cylindrique en fer. Ensuite, il faut souder les barres ensemble. Ici, Dokwaza soude la lame au manche. Pour économiser le charbon, la chaleur est concentrée sur l'endroit à forger. Dokwaza prend les soufflets, il laisse la forge à Baldaguy. Le composé argileux cuit est enlevé pendant le martelage. La houe est maintenant presque achevée. La douille est aplatie avec la masse en pierre lisse, puis élargie avec le marteau à arête. Baldaguy arrondit la douille.
La lame est élargie. Son bord est rectifié. Après trempage, le manche est plié. Baldagaï fait les dernières retouches à la houe. En mafa Dovurgitkda. En recréant avec succès le processus complet de la fonte grâce à la mémoire d'une génération, en affinant et en soudant un fer inhabituel de nos jours, Dokwoza et sa famille ont réalisé un exploit extraordinaire. Et pourtant, leur exploit n'est rien auprès de celui de leurs lointains ancêtres, dont le génie transforma les sociétés d'Afrique subsaharienne il y a quelques 2500 ans. Eux développèrent une technologie si savante dans sa conception que sa mise en pratique ne nécessite que quelques outils simples et des matériaux que la nature met librement à la disposition des hommes.